Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. Ce mois, nous parlerons essentiellement du rapport sur l'état de la justice fiscale qui a été publié par Tax Justice Network en compagnie de Public Service International et de Global Alliance for Tax Justice. Le document révèle que 483 milliards de dollars sont perdus chaque année à cause des bénéfices transférés dans des paradis fiscaux ou des juridictions faiblement taxées. Nous allons écouter l'entretien que j'ai accordé en ma qualité de chercheur pour l'Afrique francophone à Marcel Amoko, journaliste camerounais, dans le cadre d'un programme de sensibilisation sur les questions économiques au Cameroun. J'en ai aussi discuté avec James Jaurès-Sogbosi, c'est un leader d'opinion basé à Cotonou, au Bénin, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais aussi avec Audrey Nengebe, qui est experte du CRADEC au Cameroun. Et enfin, nous avons donné le micro à l'homme de la rue afin de comprendre quel était son sentiment face à une telle information. Je rappelle que vous pouvez suivre le programme sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec SYN à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network à l'adresse www.taxcast.net et vous cliquez sur l'onglet en français. Et pour ceux qui veulent interagir avec nous, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook Impôts et Justice Sociale ou encore d'aller sur notre page Twitter #Impôts Social. Et pour ceux qui ont l'application, vous pouvez aussi aller sur Stitcher. Voilà pour la une, à tout de suite pour les détails. Madame, Monsieur, je le disais en une, ce sont des chiffres inquiétants qu'a révélé le dernier rapport sur l'état de la justice fiscale dans le monde, publié par Tax Justice Network en compagnie de Public Service International et de Global Alliance for Tax Justice, 483 milliards de dollars. C'est une somme importante, c'est le montant des pertes fiscales du fait pour les entreprises, les multinationales, mais aussi les riches fortunés de transférer les bénéfices vers des juridictions fiscales ou encore des juridictions qui sont faiblement imposées. Cet argent aurait permis de vacciner complètement 3 fois la population mondiale. Oh, combien c'est important lorsqu'on sait qu'une partie du monde a du mal à accéder aux vaccins, notamment les 1,2 milliard de personnes qui vivent sur le continent africain, un continent qui est privé pour sa part de 17,1 milliards de dollars d'impôts chaque année et qui malheureusement ne parvient pas à accéder au vaccin. J'ai discuté de cela avec Marcel Amoko. Il est invité dans le cadre de la Minute économique, un programme de sensibilisation sur les questions économiques dans la radio Kalak FM au Cameroun. Je vous prie d'écouter l'entretien que j'ai eu avec lui à ce propos. Bonjour Idriss Lynch, nous allons parler ce matin de ce nouveau rapport pour la justice fiscale publié par Tax Justice Network et qui révèle que l'Afrique a perdu en 2020 un montant estimé de recettes fiscales de 17,4 milliards de dollars. C'est énorme. Comment expliquer cette baisse alors que l'on n'a pas appris de changements majeurs en matière fiscale? Alors, c'est une question essentielle. On a noté que, effectivement, les estimations de pertes fiscales par l'évasion des multinationales ou l'évitement des personnes riches et fortunées
ont baissé en Afrique à 17,1 milliards de dollars. C'est un recul de pratiquement 33% comparé aux 25,7 milliards de dollars qui avaient été estimés en 2020. Principalement, ce qu'on a noté, c'est que le pays qui a le plus tiré vers le bas les estimations de pertes fiscales, c'est le Nigeria, où ces pertes-là, cet indicateur, est passé de pratiquement 10,2 milliards de dollars à seulement 2 milliards de dollars. Donc le Nigeria a particulièrement tiré cela vers la baisse. Mais on retrouve aussi l'Angola, l'Égypte, le Soudan et des pays comme le Mozambique ou encore l'Éthiopie qui ont connu des baisses de leurs estimations de pertes fiscales. Alors, il est clair qu'il y a un mouvement de la société civile africaine pour qu'il y ait plus d'équité, de justice et de transparence fiscale. Mais nous pensons davantage que c'est parce que les entreprises n'ont pas eu l'opportunité de réaliser des transferts de profits que on a assisté à une baisse des impôts estimés comme étant perdus. Au Nigeria, par exemple, le prix du pétrole, qui constitue le principal produit à l'exportation, avait baissé en 2020 et aussi le pays avait pris des mesures drastiques pour limiter les transferts de ressources à l'extérieur afin de protéger la valeur de sa monnaie. En Angola, où on a assisté à un recul de 2 milliards, on est presque dans les mêmes dimensions. C'est un pays qui dépend essentiellement du pétrole et c'est pas un hasard si des pays comme le Soudan ou le Mozambique sont dans la même tendance. Donc maintenant, il faut effectivement analyser pour comprendre qui, entre la fiscalité effective, le mouvement de la société civile ou alors la conjoncture économique, a le plus pesé sur le repli des estimations de pertes fiscales en Afrique. Dans ce cas, peut-on dire que l'Afrique n'a pas à se plaindre dans la mesure où elle perd le moins de ressources que d'autres régions du monde? Ah non, dans un contexte de Covid, chaque dollar, chaque centime de dollar compte. Nous avons pu évaluer dans le rapport sur l'état de la justice fiscale publié par Tax Justice Network, Public Service International et Global Alliance for Tax Justice que si cet argent n'avait pas été perdu, et qu'il avait par exemple été mis à contribution pour procéder à des vaccins Covid, cela aurait permis de vacciner pratiquement 82% des Africains complètement, c'est-à-dire les 2 doses. Et là, on parle non seulement du prix du vaccin, mais aussi des coûts accessoires pour les acheminer vers les zones les plus reculées et toucher le maximum de personnes. Il faut aussi dire que cet argent représente beaucoup pour certains pays. Par exemple, le Tchad, cela représente jusqu'à 17,1% du PIB du Tchad, 11,0% du PIB du Seychelles. Et en matière de santé, cela représente plus de 100% du budget de la santé d'au moins 12 pays africains. Et pour le Tchad, pratiquement, on est autour de 1837% du budget de la santé. Et encore, le Tchad, aujourd'hui, a de gros problèmes avec Glencore sur une dette qui tourne autour de 1 milliard de dollars. Sans l'évitement fiscal, le Tchad aurait remboursé Glencore 2 fois, serait sorti de ce problème de dette, aurait signé son accord avec le FMI et se serait mis résolument sur le chemin de la croissance. Donc, le fait qu'on ait assisté à un repli des estimations de pertes fiscales en Afrique ne veut pas dire qu'on est complètement sorti des problèmes. Au contraire, nous devons continuer d'être vigilants, nous devons continuer de suivre la bonne direction. Et c'est ce pourquoi nous militons au sein de Tax Justice Network. Pourquoi est-ce important d'adresser ce sujet au niveau du monde et est-ce que l'accord de l'OCDE peut améliorer les choses? Il est clair que depuis pratiquement une quinzaine d'années que l'OCDE mène les discussions en vue de faire une proposition sur une nouvelle forme de fiscalité internationale. Il y a eu quelques avancées, notamment
sur les questions de reporting des performances financières des entreprises pays par pays. Et je dois rappeler que là encore, c'était même une idée qui avait été défendue bec et ongle par les pionniers de l'ONG Tax Justice Network. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de challenges. On s'est rendu compte que l'accord de l'OCDE ne peut pas résoudre le problème pour les pays pauvres. Déjà, il y a des pans entiers de l'activité économique qui sont totalement écartés de l'accord, initialement pour rendre service aux Africains, notamment dans le secteur des industries extractives. Et il a fallu que le FMI vienne nous rappeler que c'est un secteur sur lequel l'Afrique perd pratiquement 750 millions de dollars d'impôts chaque année pour qu'on se rende compte que ce n'était pas très intelligent. De l'autre côté, il y a aussi le fait qu'on ait enlevé les services financiers alors que l'Afrique est un receveur des investissements et que lorsqu'on ne taxe pas les services financiers, on permet à des gens de réaliser du chiffre sur les prestations des services d'argent sans avoir à payer l'impôt, alors que vous, si vous créez n'importe quelle structure financière dans votre pays, on vous oblige à payer l'impôt. Aussi, les nouvelles règles qui sont proposées par l'OCDE permettent aux pays qui abritent des multinationales de recevoir des surplus d'impôts dans le cas où on serait dans des configurations d'une taxation inférieure à 15%. Mais en réalité, combien de pays africains, notamment d'Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud, abritent des sièges des grands groupes internationaux qui ont une influence sur le monde? Il est clair aujourd'hui que dans une configuration où l'Afrique impacte le moins possible sur les pertes fiscales, quand on calcule, on est autour de 5 milliards d'impact pour l'Afrique, essentiellement au niveau de l'île Maurice d'ailleurs, il y a quelques juridictions, mais que les pays de l'OCDE sont ceux qui causent le plus de défis pour ce qui est de l'évasion fiscale ou alors de l'évitement fiscal par les riches personnes fortunées. Donc nous ne pensons pas que l'OCDE peut être la solution complète au type de problème qu'on veut résoudre. Le Cameroun, apprend-on, perd 315,6 millions de dollars dans ce rapport 2021. C'est une hausse comparée aux estimations du premier rapport publié en 2020. Et comment comprendre cet écart et cette progression? Oui, il est clair que c'est une mauvaise nouvelle parce qu'en effet, le Cameroun qui passe de 140 millions d'estimations de pertes fiscales à 315,6 millions d'estimations de pertes fiscales, ça peut inquiéter, mais c'est aussi simplement la bonne nouvelle qui veut dire que on a une meilleure couverture de l'ensemble des performances des entreprises et ça doit être un indicateur pour l'administration fiscale qu'elle est aujourd'hui en droit de revoir ses processus et de pouvoir collecter l'équivalent de 230 milliards de francs CFA d'impôts supplémentaires. Ça peut paraître faible par rapport à un budget qui est estimé à 5 700 milliards et quelques, mais déjà ça permettrait de réduire l'emprunt qu'il y a à s'endetter. Aussi, lorsqu'on évalue par exemple le coût d'un scanner qu'on installerait dans un hôpital, ça permettrait d'installer l'équivalent de 10 scanners par région au Cameroun et d'avoir un surplus d'argent pour assurer les maintenances et permettre que les gens aillent se faire scanner dans les hôpitaux gratuitement. Ça peut être le premier pas véritablement vers la mise en place d'une certaine sécurité sanitaire. Donc vraiment, c'est un gros challenge. Nous pensons que les parlementaires sont sensibilisés à cela. Elles ont émis le souhait d'apprendre davantage sur les techniques d'évasion fiscale et la manière dont elles peuvent discuter avec le gouvernement pour résoudre le problème. Et c'est une très bonne chose pour nous. Nous sommes prêts à les accompagner dans le sens de cette ambition. Alors que les parlementaires rentrent en session budgétaire dans notre pays, quelles recommandations pouvez-vous leur donner? Déjà, nous pensons qu'il faut que les États défendent le principe selon lequel les vraies discussions sur la fiscalité internationale ne peuvent pas se passer dans le cadre de l'OCDE. L'OCDE est un parti pris qui a trop d'intérêt sur ce dossier. Nous pensons déjà qu'il faudrait
qu'on remette à l'ONU et qu'on presse l'ONU d'avancer sur les propositions en matière de réforme fiscale. Et il y en a aujourd'hui qui sont menées, mais qui ne sont pas autant médiatisées que celles de l'OCDE. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait que les pays africains, notamment le Cameroun, participent davantage au processus de la publication des performances fiscales des entreprises pays par pays. Il est temps aujourd'hui que les entreprises au Cameroun publient leurs comptes, ou alors que les comptes que les entreprises publient par la Direction nationale des statistiques puissent être accessibles à tout le monde afin que nous puissions tous évaluer, faire le débat budgétaire que le Cameroun souhaite avoir et faire des propositions concrètes en termes de limitation de flux financiers illicites dans le pays. L'autre chose, c'est que nous encourageons les pays à réfléchir sur le moyen de taxer les personnes qui sont fortunées. C'est une bonne chose que la direction des impôts au Cameroun ait mis en place une unité qui s'occupe essentiellement des riches personnes fortunées. Maintenant, il faut qu'elle avance, un peu comme ça a été le cas avec la direction des grandes entreprises, et que le travail soit fait pour véritablement cibler ces personnes et collecter l'impôt, même si elles ont transféré leurs richesses sur les comptes bancaires offshore. Aussi, nous encourageons le pays à adopter une véritable loi de la propriété effective. Il faut qu'on arrête avec le pacte des actionnaires qui est défendu dans le cadre du Code des affaires de l'OHADA, qui ne prenait pas en compte le risque de flux financiers illicites. On doit savoir qui est propriétaire de quoi, qui gagne quoi, afin de pouvoir véritablement taxer. Voilà un peu quelques pistes de réflexion qu'au sein de Tax Justice Network, nous proposons à l'ensemble de nos partenaires et espérons que le message passera. Merci Iris Linge. Merci Marcel et bonne journée à tous vos auditeurs. Un autre pays qui est touché par ce phénomène, c'est le Bénin, pays situé entre le Nigeria sur sa frontière est et le Togo sur sa frontière ouest. Le pays perd un montant qui est estimé à 43,3 millions de dollars. Cela aurait permis de vacciner complètement 2,5 millions de personnes qui vivent dans ce pays, soit 23,12% de la population. Nous avons discuté de cette perte avec un leader d'opinion au Bénin. Il s'appelle James Jaurès Sogbosi. Il est promoteur d'une société immobilière, mais il est surtout connu pour ses positions pour un meilleur développement de l'Afrique. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec lui. James Jaurès, tu es ce qu'on appelle un leader d'opinion au Bénin, ton pays, tu milites pour qu'il y ait une libération économique de l'Afrique. Moi, aujourd'hui, je t'apprends que ton pays, le Bénin, perd 43,3 millions de dollars parce que des multinationales qui sont actives au niveau du Bénin, mais aussi des riches fortunés, ne payent pas le juste impôt. Quel est le sentiment que cela vous apporte? Merci pour la question. Je suis l'une des personnes qui, contrairement à beaucoup d'Africains, n'apprécie pas du tout l'arrivée sur nos terres des investisseurs étrangers, parce que je l'ai toujours dénoncé. Les investisseurs étrangers sont la porte ouverte à la fuite des capitaux, parce que le jour où ils viennent avec, disons, 2-3 millions d'euros ou bien de dollars, les caméras de télévision sont braquées sur eux, on les applaudit, mais le jour où ces gens commencent par rapatrier dans leur pays tous les profits qu'ils font ici, il n'y a plus personne pour savoir que ces gens participent à la fuite des capitaux. Et bien entendu, nos gouvernants ont toujours eu cette habitude de leur créer des conditions de facilité, des exonérations diverses qui contribuent en fin de compte que ces entreprises spécialistes dans, comment je vais dire, l'évasion fiscale, spécialistes dans la majoration fiscale, ne paient souvent pas des impôts, ce qui fait des manques à gagner pour non seulement nos États et qui illustre l'état de nos infrastructures, de nos routes, de nos hôpitaux qui devraient être construits par les recettes fiscales, les recettes que l'État devait faire. Donc mon sentiment, c'est un sentiment de frustration, c'est un sentiment d'observation encore qui continue et j'espère que le moment viendra où les dirigeants africains vont prendre conscience
de ces états de choses et puis ne serait-ce que des efforts à faire pour barrer la route à cette évasion fiscale qui continue de plus en plus, surtout par ces entreprises internationales. Mais quand on prend le cas du Bénin, quand même, on se rend compte que 43,3 millions de dollars, c'est une somme d'argent qui aurait pu permettre, tel que vous le défendez souvent, de mettre dans un compte de garantie qui aurait financé la petite économie, la petite production sur laquelle vivent de nombreux Africains. Aujourd'hui, quel est votre sentiment quand vous sentez que cette opportunité est perdue? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos dirigeants par rapport à ce problème? J'ai envie de dire à nos dirigeants qu'il est temps qu'on fasse le bilan des investisseurs étrangers qui viennent chez nous, qu'on remarque si ces gens ont participé à la création de richesses, si ces gens ont vraiment participé à l'augmentation de l'épargne publique nationale, et que le résultat qu'on va remarquer puisse nous permettre de savoir les orientations à prendre pour le futur. Étant donné que moi, de mes propres observations, je sais que ces gens n'ont pas du tout participé à l'épargne nationale et qu'il est temps de leur faire demi-tour et de s'orienter vers le développement de champions nationaux, vers le développement des entreprises à capitaux nationaux, quitte à ce que ce soit l'État qui, comme vous le dites, permette à travers des garanties à fournir à 100% ou à 95% aux porteurs de projets pour que ces gens puissent avoir des crédits et faire leur activité convenablement dans le pays, des activités d'un certain niveau, surtout des niveaux de production industrielle qui exigent des investissements un peu élevés, surtout au démarrage, ce qui n'est pas possible tant que l'État ne se mette pas en position de prendre une partie du risque en posant des garanties fermes, financières surtout, qui encourageraient les banques à pouvoir octroyer les crédits nécessaires. C'est ce que je pense. Et je pense, si nos autorités sont à l'écoute, ça pourrait permettre peut-être que leur action sauve cette jeunesse qui est bousillée par le chômage, bousillée par l'inexistence d'entreprises pour leur offrir des emplois, bousillée par l'impossibilité d'entreprendre parce que les moyens de démarrage ne sont souvent pas disponible et qui vit dans une oisiveté qui au finish ne voit son bonheur qu'ailleurs hors de l'Afrique. Mais c'est tellement pertinent parce que finalement on voit très bien que les banques centrales européennes, les gouvernements américains peuvent imprimer de l'argent, distribuer dans le secteur financier afin de garantir que tout ne s'effondre pas. Mais ça, c'est un autre débat. Chez Tax Justice Network, une ONG pour laquelle je suis chercheur, nous estimons qu'une des pistes qu'il faut explorer, c'est déjà la propriété effective. Taxer les personnes fortunées, taxer proprement les entreprises et arrêter de discuter des accords fiscaux dans le cadre de l'OCDE. Peut-être avoir des discussions plus larges au niveau de l'ONU. Est-ce que c'est des voies qui, pour vous, apporteraient plus de légitimité? Naturellement, l'OCDE, tel que c'est structuré, les pays puissants briment les pays africains. Bon, parce qu'apparemment, sur la Terre, il n'y a que les pays africains actuellement qui se retrouvent en position de faiblesse pour être brimés par n'importe qui vient, que ce soit... Il y a 3,5 milliards de pauvres dans le monde, dans l'Afrique. Les pauvres africains sont à un niveau de pauvreté, comment je dirais, beaucoup plus avancé que les pauvres des autres mondes. J'ai vu les pauvres chinois, j'ai vu les pauvres américains, mais ce n'est pas la même comparaison qu'on peut faire par exemple avec les pauvres africains qui parfois, même vous imaginez, des dames accouchent à l'hôpital et sont maintenues en prison à l'hôpital parce que n'ont pas trouvé l'argent pour payer pour sortir des enfants. Des femmes qui accouchent qu'on garde à l'hôpital, ça n'a pas de sens. Ça fend le cœur que vous voyez des femmes qui ont fait 2 semaines, 3 mois à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas payé les frais d'accouchement. Et justement, les 43,3 millions de dollars permettraient que toutes les femmes puissent accoucher gratuitement dans nos hôpitaux, par exemple, au Bénin. Je ne supporte pas trop les mesures de gratuité parce que j'estime que chaque être humain doit participer à l'économie nationale de manière donnée et en bénéficier lorsqu'il est temps d'en bénéficier. Ce qui fait que je ne suis pas trop pour les questions de gratuité, mais je suis plutôt pour les questions d'utilisation des fonds publics pour permettre la création d'emplois, la création de richesses. Absolument. Pour que les parents ou bien les époux de ces femmes aient des emplois leur permettant d'avoir les revenus nécessaires pour sortir les femmes des hôpitaux lorsqu'elles vont accoucher. Les questions de gratuité ne sont pas trop dans ma philosophie. Bon, ça n'empêchera pas que si des gens font des actions de gratuité,
ça puisse permettre de résoudre les problèmes urgents. Mais à long terme, je suis dans la logique qu'il faut qu'on crée autant d'entreprises, autant d'emplois pour que chacun puisse obtenir de la société ce dont il a besoin pour vivre. Merci James, merci pour ces réponses très pertinentes et j'espère que vous reviendrez sur le podcast de Tax Justice Network. Merci, c'est moi qui vous remercie. En dehors du Bénin, nous pouvons rappeler le cas du Tchad. Les pertes fiscales sont estimées à près de 2 milliards de dollars. C'est le pays où ces estimations ont le plus progressé en Afrique. Ces pertes représentent près de 17% du produit intérieur brut d'un pays qui reste considéré comme étant parmi les plus pauvres malgré sa richesse en pétrole. Aussi, cet argent lui aurait permis aujourd'hui de débloquer un problème au niveau international, notamment la dette de 1 milliard de dollars que lui revendique Glencore, le géant du trading des matières premières. Un conflit qui empêche le Tchad d'avoir un accord avec le FMI qui lui permettrait de pouvoir obtenir les financements et mettre efficacement en place son plan de lutte contre la Covid-19. Un autre pays touché, c'est le Cameroun, 315,6 millions de dollars. Sur le montant des estimations, c'est une augmentation de près de 260% par rapport aux précédentes estimations du rapport sur l'état de la justice fiscale en 2020. Et justement, j'en ai discuté avec Audrey Enengbine. Elle est experte au sein du Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire. Elle a analysé ces estimations de pertes fiscales en termes d'opportunités perdues pour l'amélioration des conditions des femmes. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec elle. Audrey, bonjour. Vous êtes la responsable du suivi évaluation au sein du Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire. C'est une ONG qui est basée au Cameroun, mais vous faites aussi office d'analyste économiste et vous travaillez sur la question du genre, notamment de l'économie associée aux femmes. Alors, le Cameroun perd un montant de recettes fiscales qui a été estimé, selon le dernier rapport sur l'état de la justice fiscale publié par Tax Justice Network, Public Service International, Global Alliance for Tax Justice, à 315,6 millions de dollars. Quelles sont, selon vous, les opportunités perdues en termes d'actions possibles qui auraient été menées pour l'amélioration des conditions de la femme dans votre pays? Je rappelle que vous êtes originaire du Cameroun. 315,62 millions de dollars représentent une très grosse perte pour l'État du Cameroun, surtout en termes d'opportunités ou encore de thèmes d'action possibles pour l'amélioration des conditions de la femme. Prenons par exemple le secteur des marchés, l'utilisation des toilettes publiques. Une femme dépense environ 0,3 centimes pour l'utilisation des toilettes publiques par jour. 1000 femmes dépensent donc 131 000 dollars par an. Imaginez que l'État du Cameroun avait dit, bon ok, avec ce montant, nous allons appuyer les femmes, 1000 femmes dans le cadre de l'utilisation des toilettes publiques dans les marchés. L'État du Cameroun aurait appuyé ces 1000 femmes pendant 2412 ans. Vous voyez, 2412 ans. C'est plusieurs générations. On se rend donc compte que 315,62 millions de dollars représentent une très grosse perte pour le Cameroun en termes de recettes fiscales. Pourquoi les pertes d'impôts de cette nature sont susceptibles d'être plus impactantes lorsqu'on analyse cela sous le prisme de l'émancipation économique des femmes? Les pertes d'impôts de cette nature sont encore plus impactantes lorsqu'on les analyse sous le prisme de l'émancipation économique des femmes. Prenons par exemple le cas du changement climatique. Le changement climatique impacte énormément les productions rurales. L'État du Cameroun, pour essayer de contourner les impacts de ce changement climatique, a mis sur pied le plan national d'investissement
pour l'adaptation au changement climatique. Dans ce plan national d'investissement pour l'adaptation au changement climatique, il a prévu d'apporter un appui d'environ 328 000 $ par an pour assurer la création des parcelles améliorées et augmenter la production. Lorsqu'on essaye donc de faire une analyse, nous nous rendons compte que le montant que l'État a perdu dans le cadre des recettes fiscales aurait dû financer ces femmes rurales pendant 3853 ans. Ces femmes rurales auraient dû recevoir un appui de l'État pendant 3853 ans à hauteur de ce montant. Vous voyez, c'est une très grosse perte pour le Cameroun et pour les femmes. Le rapport sur l'état de la justice fiscale recommande, entre autres mesures, pour pallier à cette situation, une meilleure imposition des riches fortunés. De votre point de vue, est-ce un pas vers la bonne direction? Une meilleure taxation des riches fortunés sera pour nous un pas vers la bonne direction, car cela permettra de satisfaire les critères d'équité d'un bon système fiscal et ça permettra aussi d'augmenter les recettes fiscales de l'État. Peut-être aussi, si les recettes fiscales de l'État augmentent, l'État va accorder une attention particulière à l'émancipation des femmes. L'État va accorder une attention particulière à la prise en charge de la fiscalité orientée vers le genre. Donc nous estimons que c'est une très bonne idée de taxer les riches fortunés. Merci Audrey. Je rappelle que vous êtes responsable du suivi-évaluation au sein du Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire. Merci d'avoir participé à ce podcast. Au revoir et à très bientôt pour une autre intervention sur le podcast. Nous avons posé la question aux hommes de la rue dans les pays africains, notamment 3 pays. Nous leur avons posé la question. Déjà, nous avons été surpris de réaliser que malheureusement, ils ne sont même pas au courant de ce drame qui se déroule, ce drame qui leur fait perdre des milliards de dollars d'impôts. En Afrique, les 17,1 milliards d'impôts auraient vacciné près de 82,6% de la population selon les estimations de Tax Justice Network. Écoutez ce qu'en pense l'homme de la rue, aussi intéressant qu'étonnant. Je suis Franck William Biboum, ingénieur de formation. Concernant la question de l'évitement fiscal, je crois que c'est réellement un problème auquel doit s'attaquer l'État. On assiste à une fuite de capitaux venant des multinationales qui normalement devaient être utilisés pour l'investissement direct dans les secteurs prioritaires, notamment la santé, l'éducation, les grands chantiers d'infrastructure. La solution qui est de directement taxer les personnes d'un certain niveau, les riches, si on peut dire ça comme ça, apparaît comme un raccourci aussi intéressant. Si je peux ajouter comme autre perspective afin de pallier à ce problème de l'évitement, ce sera aussi en quelque sorte, comme on le fait dans d'autres pays étrangers, de fixer des quotas en termes de transfert de fonds. Mon nom c'est Dylan Efa et relativement à la question que vous venez de me poser, je dois avouer que ça me désole vraiment d'apprendre qu'une telle quantité d'argent qui aurait pu financer un bon paquet de projets n'est malheureusement pas récolté par l'État. Mais cela étant dit, je dois quand même dire qu'il ne suffit pas que l'État puisse imposer tous ces revenus-là, les récolter effectivement. Il suffit encore qu'ils soient employés à bon escient. Parce que déjà, on a pas mal de recettes fiscales qui sont engrangées chaque année et les réalisations qui sont effectuées avec ne sont pas toujours très satisfaisantes. Donc, pour moi, ça sera vraiment une grande satisfaction de pouvoir récolter tout cet argent, mais le plus important, c'est l'usage qu'on en fera. Taxer un peu plus fort les plus fortunés, bon, moi, personnellement, je ne vois pas vraiment le bien fondé d'une mesure pareille. S'il est vrai qu'on doit tous être égaux devant la loi, je ne vois pas le crime que les plus fortunés ont commis pour être imposé plus fort que les autres. Moi, je m'appelle Nathaniel Mamae. Je pense que, en fait, même si les hommes d'affaires payent les impôts normalement, mais qu'est-ce qui garantit vraiment qu'on puisse avoir quelque chose pour aider les autres, puisque les gens passent le temps même
je sais pas le grand personne, les gars qui travaillent même à la, je sais pas la présidente, je sais pas comment tu veux dire, mais ils passent le temps d'abord à voler l'argent. Peu importe, même si les gars paient les impôts, on passe le temps à voler l'argent pour je sais pas vraiment à quoi. Parce que c'est une bonne idée. Ils devaient normalement payer, que nous les autres, on puisse un peu les débrouiller, puisse un peu avoir comment se débrouiller aussi bien plus. C'est ça que je pense. Moi, c'est Nelson, je suis informaticien. Ce que je pense par rapport, c'est que les grosses multinationales, avant de s'installer au pays, en fait, l'État leur donne certaines facilités, certains avantages, c'est-à-dire peut-être la réduction des taxes, juste pour qu'ils puissent s'installer au pays et créer de l'emploi. Donc d'une part, c'est vrai, ils ne paient pas les taxes comme il faut, mais ils créent de l'emploi. On sait tous le problème des Camerounais, quoi. On veut des emplois, on se plaint à l'État, on veut les emplois, on veut tout ceci. Faciliter les entreprises et multinationales à s'installer au pays. Dans ce sens, ça, c'est aussi aider les Camerounais à avoir un emploi et subvenir à leurs besoins. Mais maintenant, quel est votre sentiment? Vous dites, on a 350 millions de dollars qu'on n'arrive pas à recouvrer auprès de ces entreprises. C'est beaucoup. C'est énormément beaucoup, mais je pense que en fait, faire payer aux entreprises, aux multinationales, des impôts comme il faut, et peut-être qu'au final, ils refusent de s'installer au pays, c'est aussi des emplois à moins. Je crois que c'est d'un côté comme de l'autre. On est sur un côté à double tranchant. Soit on les fait payer normalement les impôts, ils ne s'installent pas et on a moins d'emplois. Soit on a des emplois, d'un côté, ils ne payent pas sur les impôts comme il faut. Il y a une ONG britannique qui recommande aux États, par exemple, de taxer les grosses fortunes. Ça va être imposé davantage les grosses fortunes, ceux qui ont l'argent pour pouvoir résoudre ce problème. Vous pensez que c'est une solution qui est durable? Ouais, c'est une bonne solution. Mais après, en fait, les lois, c'est pour tout le monde. Hein. Donc, quitte à ce que tu sois riche, tu sois pauvre. Oui. On a des lois, c'est vrai que ta solution marche, mais bon. Je me dis que c'est une solution durable, imposer les grosses fortunes. Ouais, ça peut avoir du positif. Comme je le disais en discussion avec Marcel, il est important pour sortir de ce marasme que nous parvenions à des discussions sur une fiscalité internationale qui soit discutée au sein des Nations Unies et non plus seulement de l'OCDE, d'ailleurs mandaté par les 20 pays les plus riches du monde, qui sont aussi les pays qui abritent l'essentiel des juridictions opaques, qui sont des facilitateurs des transferts de bénéfices et donc des pertes d'impôts. Nous pensons aussi qu'il faudrait qu'on introduise une imposition sur les bénéfices supplémentaires des multinationales du fait, par exemple, de la pandémie. Vous voyez, il y a des entreprises comme Amazon qui, parce que la pandémie est survenue, ont réalisé pour les mêmes charges un volume d'activité beaucoup plus important et donc ont généré des marges beaucoup plus intéressantes ainsi que des plus-values boursières. Nous pensons aussi qu'il faudrait introduire un impôt sur la fortune pour les personnes les plus riches. Rappelez-vous, 1% de la population mondiale détenait en 2020 des actifs d'une valeur de 193 000 milliards de dollars. Il faut comparer à cela à la fortune de 5 600 milliards de dollars qui sont détenus par près de 3 milliards de la population. Il faudrait qu'on impose les ultra-riches. Voilà un peu le scope de ce qu'on pouvait dire pour ce mois sur le rapport concernant l'état de la justice fiscale dans le monde. Je rappelle qu'on pourra revenir dessus dans une prochaine édition de notre podcast, réexpliquer nos propositions et peut-être aussi notre méthodologie. Mais en attendant, vous pouvez continuer de suivre le podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network, www.taxcast.net, et vous cliquez sur l'onglet en français. Pour ceux qui veulent interagir avec nous, allez sur notre page Facebook Impôts et Justice Sociale ou sur notre page Twitter #ImpôtsSocial. Et pour ceux qui ont l'application Stitcher, n'hésitez pas à faire un tour, vous retrouverez votre programme. Enfin, pour ceux qui désirent communiquer avec nous, mon adresse email idris@taxjustice.net. Voilà pour le programme de ce mois. À très prochainement pour un autre mois. Et surtout, n'oubliez pas, restez vigilants.
Nos pays perdent trop d'argent. Le nouveau variant de Covid est là. Peut-être faudra-t-il encore vacciner les personnes. Soyez prêts à exiger plus de vos gouvernements. Surtout, qu'elles veillent à ce que les impôts soient justement payés. Au revoir et à la prochaine.